Nous en sommes au troisième module de notre série comptable. Nous allons enfin aborder le bilan et le compte de résultat d'une entreprise. Alors surtout, ne pensez pas que les préliminaires des deux précédents modules soient inutiles. La matière comptable n'est pas complexe, mais elle fait appel à une logique contraire à nos habitudes, contraire à des habitudes bien ancrées. Ce qui manque le plus aux débutants, ce sont des réflexes. Des réflexes qui ne peuvent être acquis que par une imprégnation. Donc je ne saurais trop vous conseiller de visualiser au moins une deuxième fois, si ce n'est une troisième, chacun des modules. Et bien sûr, vous pouvez faire des retours en arrière, des pauses, tout ce que vous voulez avec une vidéo. N'hésitez pas à le faire. Ne passez pas sur une partie que vous ne comprenez pas. Répétez-la. Nous allons tout de même commencer par un rappel succinct de ce que nous avons vu précédemment. Nous avons vu dans le premier module que le bilan était l'inventaire du patrimoine d'une personne physique ou personne morale. Une personne morale est une entité dotée par la loi d'une personnalité juridique, une société, une association, etc. Le patrimoine est composé de biens et de créances, les éléments positifs du patrimoine, et de dettes, les éléments négatifs. Les anglo-saxons le présentent en liste, c'est-à-dire en une seule colonne, la partie verte de du document. J'ai plus de souris, voilà. Dans laquelle on trouve en alternance des éléments positifs et des éléments négatifs. Mais les Européens le présentent comme en bas de l'écran, en jaune, c'est-à-dire en colonnes, en deux colonnes dont les totaux sont égaux. Les plus d'un côté, les moins de l'autre, avec le patrimoine qui vient équilibrer les deux colonnes. Donc aucun signe moins. C'est une présentation qui privilégie, on le verra, une vue financière du bilan. Le mot patrimoine dans le système comptable est remplacé par le mot capitaux propres. Pour résumer, les capitaux propres sont une évaluation prudente du patrimoine. Contrairement au notaire qui, dans une succession, cherche à évaluer le patrimoine du défunt à la date du décès, donc le jour même, le comptable, en règle générale, conserve des valeurs historiques, c'est-à-dire les valeurs d'entrée dans le patrimoine. Il ne tient pas compte des augmentations de valeur des éléments positifs, ni des diminutions de valeur des dettes. Par exemple, si on acquiert un actif immobilier, sauf exception, il n'est pas réévalué, il reste à sa valeur d'achat les années suivantes. Par contre, s'il perd de sa valeur, on tiendra compte de cette moins-value potentielle. De même, si j'ai acheté un bien pour le revendre il y a plusieurs mois ou plusieurs années et qu'il reste dans mon stock, il sera valorisé au bilan au prix que j'ai payé et non au prix que je paierai aujourd'hui. Je ne tiendrai pas compte de la plus-value potentielle. Elle ne sera enregistrée que le jour où je vendrai le bien, le gain devenant définitif à ce moment-là. Autre exemple pour une dette, si on souscrit un emprunt dans une monnaie étrangère dont la valeur baisse et que par conséquent on pourra rembourser moins d'euros qu'on en aura emprunté, on ne tiendra pas compte de ce gain potentiel. On ne l'enregistrera que lorsqu'il deviendra définitif, certain, au moment donc de rembourser l'emprunt. Et la règle générale souffre des exceptions puisqu'il est possible de réévaluer des actifs. C'est possible, mais ça n'a lieu que dans des cas très limités, notamment dans des comptes consolidés, puisqu'en France, lorsqu'on enregistre un gain dans les comptes d'une personne imposable, il est imposé à l'impôt sur les sociétés et sur les revenus. J'ai employé un gros mot, les comptes consolidés, sans vous les définir en fait. Les groupes de sociétés
peuvent présenter des bilans intra-groupe, c'est-à-dire regroupant toutes les sociétés, et dans ce cas-là, effectivement, il n'y a aucune implication fiscale et on peut voir des comptes consolidés réévalués sans incidence fiscale. J'ai essayé de vous montrer ce qui justifiait la présentation en 2 colonnes. C'est faire ressortir dans une colonne, la colonne de droite, l'ensemble des ressources qui financent l'ensemble des emplois présentés dans la colonne de gauche. Éléments à financer à gauche, source de financement à droite. L'adjectif propre de capitaux propres veut dire à soi, dont on est propriétaire, par opposition aux dettes. Dans les ressources, on a donc des ressources propres, c'est le financement par la personne elle-même, et les ressources externes, les dettes, l'argent des autres si vous voulez. Pour les ressources propres, on dit aussi fonds propres. Présenter les ressources dans une même colonne, ça permet très rapidement de mesurer le taux d'endettement, c'est-à-dire la proportion des dettes par rapport aux fonds propres, et le poids des dettes par rapport à l'augmentation annuelle des fonds propres, c'est-à-dire le résultat. Dans la majorité des cas, en simplifiant un peu, on rembourse ces dettes avec les résultats futurs. Comme vous remboursez un emprunt sur l'acquisition d'un appartement avec vos revenus futurs. Présenter les emplois en face des ressources, ça permet aussi de voir si on finance bien des emplois durables avec des ressources durables. C'est essentiel. Si vous achetez une voiture avec un prêt remboursable en totalité dans 6 mois, à moins que vous ayez prévu une rentrée exceptionnelle d'argent dans cet intervalle, vous aurez forcément un problème à l'échéance. On a vu que la colonne de gauche du bilan des emplois s'appelle l'actif et que la colonne de droite s'appelle le passif. Et j'ai insisté sur les contresens que ces 2 termes peuvent créer, surtout d'ailleurs le terme passif, à la fois par la consonance positive du mot actif et péjorative du mot passif, et par le fait que le mot passif est couramment associé aux seules dettes, voire à l'insuffisance d'actifs pour couvrir les dettes, c'est-à-dire le patrimoine négatif. On oublie toujours que le patrimoine peut être négatif. Dans le deuxième module, nous avons utilisé la forme comptable pour présenter les comptes d'un particulier. L'inventaire de son patrimoine dans un premier temps, à la fin de 2 années successives, ce qui a permis de déterminer l'augmentation de son patrimoine, c'est-à-dire son épargne, ce qu'il a mis de côté, ce qui est l'équivalent pour une entreprise du résultat, bénéfice ou perte. Puis dans un deuxième temps, comment il a pu épargner, c'est-à-dire la différence entre ses gains, ses produits, et ses consommations, ses charges. La différence, évidemment, donnant le même montant d'épargne qui mesure la différence de patrimoine entre la fin d'année et la fin d'année précédente. C'est là que nous avons vu que pour établir ce second tableau, le compte de résultat, il nous fallait absolument avoir comptabilisé toute l'année chaque produit et surtout chaque charge. Il nous fallait donc une comptabilité, c'est-à-dire l'enregistrement au jour le jour de toutes les opérations. Alors que pour établir l'inventaire du patrimoine, il est possible de reconstituer ces éléments sans comptabilité, mais au risque d'en oublier. C'est un risque presque certain. Nous avons vu que les rubriques du compte de résultat montrent comment s'est formé le résultat, avec plus ou moins de détails. De ces 2 tableaux, il faut retenir que le bilan est une photo.
un instantané du patrimoine à une date donnée. On ne parle pas d'un bilan sans préciser bilan à la date du. Alors que le compte de résultat couvre une période donnée. On ne parle pas d'un compte de résultat sans préciser compte de résultat de la date du à la date du, ou bien de l'année un tel, ou de l'exercice un tel, l'année un tel si c'est l'année civile. Les comptes de bilan présentent des soldes de comptes. La plupart des comptes évoluent en plus et en moins, tels que la banque, par exemple. Alors que les comptes de résultats présentent des cumuls. Et cumuls, la plupart des rubriques du compte de résultat n'évoluent qu'en addition. Les opérations s'ajoutent les unes aux autres. Le salaire de février, par exemple, s'ajoute à celui de janvier, etc. Les opérations en moins dans un compte de résultat sont souvent des corrections d'erreurs ou des annulations d'opérations. Le compte de résultat n'est que le détail d'une ligne du bilan qui est le résultat. C'est une explication du résultat. Comment s'est-il formé? Comme indiqué à l'instant, tous les comptes du compte de résultat sont à zéro, sont remis à zéro au début de chaque année, alors que la vie des comptes de bilan se poursuit d'année en année. Nous avons vu que parmi les rubriques de charges du compte de résultat, il y en avait de deux natures. Les opérations les plus nombreuses donnent lieu à une dépense, un décaissement, mais certains comptes n'enregistrent qu'une perte de valeur de l'actif, une perte définitive lorsqu'il s'agit d'un matériel qui s'use ou perd de son utilité, une perte potentielle et non certaine lorsqu'il s'agit par exemple d'une créance qui présente un risque de non-recouvrement. Ici, dans l'exemple, la perte de valeur de la voiture, j'aurais également d'ailleurs pu enregistrer une perte de valeur pour la ligne d'en dessous, le mobilier, l'électroménager, bien entendu. On voit que la valeur de la voiture était de 6 000 fin 2021 et elle n'est plus que de 5 100 fin 2022. Alors, en théorie, évidemment, ça pourrait très bien ne pas être la même voiture, mais enfin, supposons que c'est la même, nous avons supposé que c'était la même voiture, mais qu'elle perdait sa valeur. Bien, ces 900 € d'écart, on les retrouve dans les charges sur une ligne particulière qui s'appelle dotation aux amortissements. Donc ces 900 ont été retranchés du résultat. C'était 11 910, on a retranché 900 des 11 910 pour obtenir la valeur de l'épargne réelle. Par contre, j'ai oublié une rubrique qui n'est pas tout à fait la même chose, qui enregistre la variation du stock. Ce n'est pas de même nature que la perte de la valeur de l'automobile, puisque c'est une variation non pas uniquement en prix, mais en quantité. Les stocks étaient de 1200 fin 2021, ils sont plus que de 600 fin 2022, d'où une variation de stock négative de 600, variation en quantité et en prix. Quelque part, l'intéressé a mangé, si ce sont des produits alimentaires, il a mangé 600 € de plus qu'il n'a acheté. Et donc on voit cette rubrique-là que j'avais oubliée dans mon exemple, variation du stock moins 600. Et nous avons vu, preuve à l'appui, que le montant des charges et des produits d'une période était souvent différent des dépenses ou des recettes, dépenses au sens de décaissement, sortie d'argent, ou encaissement, entrée d'argent, de la même période. Lorsqu'on enregistre au compte de résultat des produits et des charges, on ne se contente pas d'enregistrer uniquement ce qui est payé, mais ce qui est acquis ou consommé. La différence entre les deux, ce sont les créances
et les dettes. On voit ici, par exemple, que les charges d'eau et d'électricité sont de 640. Et on voit au passif du bilan une dette, électricité et eau, EDF et Veolia, de 100 à fin 2022 et de 50 à fin 2021. Cela veut dire que les 50 qui étaient dus à fin 2021 ont été payés en 2022, sans être dans les charges de 2022, ils étaient dans les charges de 2021. Et que sur les 640 de charges, il y a 100 qui n'ont pas été payés. Donc les paiements, si on veut les reconstituer, peuvent se reconstituer ainsi. Charge de l'année, moins ce qui reste à payer à la fin de l'année 2022, plus ce qui restait à payer à fin 2021, qui a donc été payé en 2022. Donc, total payé en 2022, 590 € et non pas 640. Et nous avons vu deux schémas pour mieux s'imprégner de la signification de ces deux tableaux, bilan et compte de résultats, dont les contenus, on vient de le voir, sont diamétralement opposés. Ce premier schéma, où on a une courbe du temps, où on a 365 jours entre le bilan au 31 décembre 2021 et le bilan au 31 décembre 2022. Ce qui présente l'activité de ces 365 jours, c'est le compte de résultat. Ça répond à la question qu'as-tu fait pendant tout ce temps-là, et aussi comment es-tu devenu ce que tu es aujourd'hui, car le bilan au 31 décembre 2022 présente une image de ce que tu es devenu aujourd'hui, alors que le bilan au 31 décembre 2021, ça répond à la question comment étais-tu l'an dernier. Et deuxième schéma, je ne sais pas si ça peut vous aider ou pas, le bilan c'est comme la 365e image d'un film, un ancien film et non pas une vidéo, 365 images sont prises par an et on fait un arrêt sur image sur n'importe quelle image et notamment sur la 365e. Et le bilan décrit, ça c'est peut-être humoristique, souriez, vous êtes filmé, mais ça a une signification, car vous ne verrez pas, enfin, lorsque un comptable ou un financier a le souci de donner une bonne image de l'entreprise, il y a des opérations à faire pour le bilan au 31 décembre. Ce n'est pas une tricherie, mais c'est comme une dame se met un maquillage pour paraître un peu plus jolie. Ben, le bilan, on peut faire ça aussi, sans pour autant tricher, sans changer grand-chose. On peut faire certaines opérations avant la fin de l'année pour que le bilan se présente mieux. Un tout petit exemple, s'il y a la possibilité de payer un fournisseur le 2 janvier plutôt que le 31 décembre, si c'est un montant évidemment un peu significatif, ben ça donnera une meilleure image parce que le compte bancaire sera plus élevé. C'est tout bête, hein, mais ça compte. Le bilan décrit le montant donc global du patrimoine à une date précise, les capitaux propres, la composition de ce patrimoine, l'actif et les dettes, l'évolution de ce patrimoine, le résultat. Et le résultat, c'est un peu comme sur une voiture, un compteur kilométrique partiel que l'on remet à zéro au début de l'année, de l'exercice, et que l'on vient lire le dernier jour. Le compte de résultat, c'est un peu comme une série de compteurs kilométriques partiels, puisque c'est le détail du résultat, autant de compteurs qu'il y a de rubriques, et le compte de résultat nous donne le détail de la formation du résultat, analysé par nature de charge et de produit pour une période donnée. La comptabilité permet éventuellement de donner le détail de la formation du résultat selon un autre critère, par exemple dans une entreprise de bâtiment, par chantier ou par fonction, mais pour être présenté au public et au fisc, le compte de résultat
a l'obligation d'être présenté par nature de charge, ce qui est évidemment standard pour toute entreprise, alors que par chantier, c'est pas du tout standard. Entrons maintenant dans le monde de l'entreprise. Et voyons ce que l'on trouve dans le bilan d'une entreprise. Un petit point de vocabulaire, la date à laquelle on arrête un bilan, on parle d'arrêté comptable ou de clôture, date de clôture. C'est donc la date à laquelle on se place pour l'évaluation des biens, des créances et des dettes. On peut l'arrêter à n'importe quelle date pour des besoins de gestion interne de l'entreprise, mais légalement, on est tenu de l'arrêter au moins une fois par an, sauf la première année pour laquelle on peut franchir une fois le 31 décembre sans arrêter des comptes. Ce n'est pas forcément la date d'arrêté des comptes, ce n'est pas forcément le 31 décembre, on peut choisir une date d'arrêté différente. Cette date est précisée dans les statuts d'une société. Elle peut changer au cours de la vie de l'entreprise. Pas n'importe comment, on ne peut pas faire n'importe quoi, il faut que ce soit justifié. Nous verrons plus tard d'ailleurs les avantages et les inconvénients des autres dates et des changements de date en fonction de l'activité de l'entreprise. Un mauvais choix de date de clôture peut avoir de douloureuses conséquences à la fois sur le plan de l'organisation et sur le plan fiscal. Même si on peut choisir n'importe quelle date, les dates d'arrêté sont en principe fixées en fin de mois pour des raisons pratiques. Je ne crois pas qu'il y ait d'obligation quelconque, mais je ne connais pas d'entreprise française, en tout cas européenne, j'en ai connu d'anglo-saxonnes, qui fixent leur date de clôture en dehors d'une fin de mois. Le seul cas où on voit des arrêtés de compte en cours de mois, c'est lorsqu'une entreprise, en cessation de paiement, dépose son bilan. Il faudra arrêter des comptes à la date du jugement. C'est très compliqué. Il faut décortiquer par exemple les bulletins de paye en deux. C'est assez compliqué. La période comprise entre deux dates d'arrêté officielles s'appelle l'exercice. Donc on va dire date de clôture de l'exercice. Et on parle d'exercice social lorsqu'il s'agit d'une société, le mot social signifiant relatif à une société. Donc l'exercice social peut être l'année civile, 1er janvier 31 décembre, ou une autre période de 12 mois, et on parlera de date de clôture d'exercice social. À l'actif, c'est-à-dire dans les éléments positifs du patrimoine, on trouve un premier groupe que l'on appelle l'actif immobilisé. Comme l'intitulé le laisse supposer, les immobilisations, ce sont des éléments qui ne bougent pas ou qui bougent peu. Ils sont immobilisés. C'est ce dont l'entreprise a besoin en permanence pour fonctionner et dont elle doit supporter évidemment le financement. Dans ce groupe, il y a 3 sous-groupes. Donc ici, immobilisation. Le premier sous-groupe, ce sont les immobilisations incorporelles. Qu'est-ce que c'est que ce mot barbare? Bien, comme le mot le sous-entend, c'est celles qui n'ont pas de corps. On pourrait d'ailleurs remplacer l'adjectif incorporel par le mot invisible ou immatériel. La plus courante, c'est le fonds de commerce. Une entreprise peut démarrer son activité en partant de rien, c'est-à-dire en créant son activité et en trouvant tous ses clients. Dans ce cas, on ne verra pas de fonds de commerce inscrit au bilan. Ça ne veut pas dire qu'elle n'en a pas. Ça veut simplement dire qu'elle ne l'a pas acheté. Le fonds de commerce ne lui a rien coûté, sauf peut-être du temps et des charges pour le constituer. N'oubliez pas ce qu'on a dit tout à l'heure, on est en valeur historique. S'il n'y a pas eu d'achat, il n'y a pas lieu de valoriser le fonds de commerce au bilan. Mais la même entreprise peut avoir démarré son activité en achetant un fonds de commerce existant. Ça peut lui permettre de gagner du temps, puisqu'elle dispose tout de suite d'une clientèle et d'une entreprise qui fonctionne déjà et qui fait déjà des bénéfices.
Le tout, c'est de rendre les choses pérennes. La reprise n'est pas toujours facile. Elle va pouvoir atteindre tout de suite, ou plus ou moins, ou au moins plus rapidement, un chiffre d'affaires suffisant pour couvrir ses charges. Dans le cas d'un commerçant, le fonds de commerce peut comprendre un droit au bail, puisqu'en France, spécificité française, les baux commerciaux peuvent se céder dans certaines conditions, de locataire à locataire. Si un commerçant paye pour devenir locataire d'un magasin, c'est pour bénéficier d'un avantage. Un avantage de bon emplacement, dans une rue ou sur un trottoir passant, ou dans un centre commercial, et aussi un autre avantage possible, un loyer qui peut être plus avantageux qu'un loyer de marché, le loyer qu'il paierait ailleurs, parce que le bailleur ne peut pas librement l'augmenter. Il est bridé par des règles, par un droit particulier. Dans les immobilisations incorporelles, on peut trouver des frais de recherche, le coût de brevet et certains frais de démarrage d'activité, qu'on appelle les frais d'établissement, que l'on peut sous certaines conditions étaler sur les 5 premières années d'exploitation comme une immobilisation corporelle. Deuxième sous-groupe, les immobilisations corporelles. Donc par opposition, ce sont les immobilisations, c'est le gros de la troupe, c'est les immobilisations qui ont un corps, qui sont palpables. On y trouve éventuellement les terrains et les constructions, les installations et agencements techniques de bâtiments, techniques ou non d'ailleurs de bâtiments, le matériel de transport, les camions, les voitures, les engins de chantier, le matériel industriel, le gros outillage, le matériel et mobilier de bureau, etc., etc. Ça dépend évidemment des spécificités de l'entreprise. Dans une entreprise agricole, le cheptel fait partie des immobilisations. Les vaches, les cochons, les moutons sont en immobilisation. Lorsque des immobilisations sont en cours de fabrication, il existe des comptes d'immobilisation en cours. Si on a versé un acompte sur l'achat d'un fonds de commerce ou d'un matériel, il ira dans un compte avance et acompte sur immobilisation qui est compris dans ces rubriques incorporelles ou corporelles. Troisième sous-groupe, les immobilisations financières. Elles sont constituées de titres de propriété dans d'autres entreprises, éventuellement actions parts sociales, et plus souvent de prêts ou de créances. C'est ici par exemple que l'on enregistre le dépôt de garantie que l'entreprise verse à son bailleur dans le cadre du bail commercial d'un local. Il est immobilisé parce qu'indisponible pendant toute la durée du bail. On peut également trouver ici par exemple un prêt à un salarié ou une avance permanente sur ses frais. Le deuxième groupe, c'est l'actif circulant. L'actif immobilisé, l'actif circulant, vous voyez que c'est en opposition avec le mot immobile, ça circule. C'est l'actif qui bouge tout le temps. Ce sont d'abord les stocks. Dans les stocks, plusieurs catégories. Des stocks de matières premières. En fait, elles sont indiquées, elles sont inscrites au bilan dans l'ordre logique de la production. Au départ, il y a la matière première. Donc ça ne concerne évidemment que les entreprises industrielles ou artisanales, celles qui produisent quelque chose, et non les prestataires de services. Les matières premières, c'est ce qu'elles achètent pour fabriquer leurs produits ou éventuellement incorporer dans leur prestation de service. Chez un plombier, on va trouver des tuyaux, des raccords, des joints, etc. On a ensuite, je saute une ligne, les produits finis. Les produits finis d'ailleurs ou semi-finis.
ce n'est inscrit que comme produits finis, mais ils peuvent être partiellement finis. Il ne concerne également que les entreprises industrielles ou artisanales. Ce sont les biens qu'elles ont fabriqués et qui attendent d'être vendus. Étant noté que des produits donc, peuvent avoir été facturés aux clients, mais pas encore livrés. Donc physiquement, ils sont bien présents dans les stocks, mais ils ne seront pas au bilan comme stock parce qu'ils n'appartiennent plus à l'entreprise. Mais à la date d'arrêté des comptes, des produits peuvent être entre les deux, c'est-à-dire en cours de fabrication, comme d'ailleurs des travaux de bâtiment. Ce sont des produits en cours. Des produits et travaux en cours. On pourrait dire ou travaux en cours. Il peut y avoir les deux dans la même entreprise. Enfin, dans les entreprises, bien entendu, ils sont évalués au prix de revient. C'est une addition, c'est compliqué à évaluer quelquefois. C'est ce qui fait l'intérêt de la tâche du comptable, de rentrer dans le processus de fabrication de l'entreprise pour pouvoir déterminer le prix de revient de chacun de ces éléments. Enfin, le stock de marchandises. Là, on ne s'adresse plus à un producteur, mais à des entreprises purement commerciales qui achètent des biens pour les revendre en l'état. Les stocks sont évalués à leur prix de revient, toujours, coûts historiques, et non à leur prix de vente. On y reviendra d'ailleurs sur ce sujet. Ensuite, on va trouver une ligne, sur une ligne spécifique, les avances et acomptes versés sur commande. C'est un peu compliqué comme libellé. Comprenez acompte versé aux fournisseurs, c'est plus clair. Il s'agit des cas où les fournisseurs ont demandé à être payés partiellement avant la livraison. Ce sont donc les montants versés aux fournisseurs avant la livraison, TVA comprise, le cas échéant. À la livraison, ces versements aux fournisseurs vont s'imputer sur les montants qui leur sont dus. On ne leur réclamera bien sûr que la différence entre le montant total de la facture et l'acompte qu'ils ont versé. On leur aura versé. À la date du bilan, si ces fournisseurs ne sont pas encore payés, on va retrouver donc ces acomptes en moins dans les dettes fournisseurs. S'ils ont été payés, il n'y en aura plus aucune trace au bilan. La seule trace visible sera dans les achats pour les montants hors taxes, hors TVA, des factures. Ensuite, on trouve une ligne client, créance sur les clients. Il s'agit de ce que doivent les clients à la date d'arrêté des comptes, naturellement. Donc, dans une entreprise de détail, une boutique qui vend comptant, si elle ne vend que comptant, il n'y aura aucune somme sur cette ligne, si ce n'est éventuellement les chèques à payer. Encore que ce n'est pas là qu'on les met, c'est plutôt au niveau de la banque. Enfin, ça dépend à quel stade du recouvrement on en est. Autre ligne, autre créance. Comme vous vous en doutez, c'est un compte un peu fourre-tout puisqu'il y a tout le reste. Tous les tiers avec lesquels l'entreprise est en relation peuvent devoir de l'argent à l'entreprise. Ce peut être à un salarié à qui on a versé un acompte, un organisme social à qui on a versé trop d'argent, qui nous doit un remboursement, un crédit de TVA ou de la TVA récupérable, un autre crédit d'impôt, etc. On trouve ensuite une rubrique valeur mobilière de placement. C'est une rubrique qui servait plus souvent lorsque les entreprises, ou les particuliers aussi, pouvaient placer leur trésorerie excédentaire en achetant des titres de SICAV. Les plus jeunes d'entre vous ne savent même pas ce que c'est. C'était des SICAV monétaires, des sociétés, des titres qui quasiment n'avaient aucun risque de perdre de la valeur. Elles prenaient de la valeur au rythme du placement, c'est-à-dire de l'inflation.
Elle n'est plus très utilisée par les petites entreprises. Ensuite, vous trouvez la rubrique incontournable, disponibilité. Incontournable, puisque sur cette ligne, on trouve le solde de banque, le solde de caisse, s'il y a une caisse, c'est-à-dire en espèces. Soit dit en passant, il n'est absolument pas obligatoire dans une entreprise de trouver une caisse. Je dis cela parce que certains croient dur comme fer qu'il faut absolument avoir une caisse. C'est totalement faux. Même en pratique, quand l'entreprise paye des choses en espèces, elle peut faire en sorte que ce soit un de ses salariés, son dirigeant d'ailleurs peut-être, qui paye les choses en espèces et ensuite se les fait rembourser par note de frais. C'est réellement beaucoup plus simple parce que lorsqu'on a une caisse en comptabilité, il faut s'assurer que le solde de la caisse correspond bien à ce qu'on a en comptabilité. C'est un peu l'horreur quand même. Enfin, on trouve une rubrique charges constatées d'avance. Les charges constatées d'avance sur laquelle vont figurer toutes les charges qui sont comptabilisées sur une période et qui s'appliquent à la période suivante. Par exemple, si l'entreprise paye son loyer de janvier en décembre 2022 et que le bilan est au 31 décembre 2022, ce loyer ne sera pas dans les charges de l'année 2022. Bon, il peut être en acompte, vous allez me dire, mais en général, on les met en charges constatées d'avance. La police, il y a certaines charges qui couvrent une période. Une police d'assurance, par exemple, peut aller, je dis n'importe quoi, du 1er novembre au 31 octobre. Donc on en paye 12 douzièmes le 1er novembre, autant dire qu'on en paye 10 douzièmes de trop par rapport à l'exercice en cours. Et donc ces 10 douzièmes, on peut les constater en charge constatée d'avance. Il y a d'autres rubriques. Ici, j'utilise le modèle de bilan et de compte de résultat d'une entreprise qui est au régime simplifié. On en reparlera après. Au passif, avant les dettes, ici je vais le mettre pour ne pas changer le plan de mon bilan sous les dettes. Effectivement, on peut considérer que c'est une dette potentielle pour provision pour risques et charges. En fait, c'est ni une dette, ni des capitaux propres. C'est un peu entre les deux, mais ça penche quand même plutôt vers les dettes. Ça pourrait devenir une dette. Ces provisions, en fait, représentent un risque de dette. Elles se trouvent donc normalement dans le modèle de bilan entre les dettes et les capitaux propres. Sous les capitaux propres, au-dessus des dettes. On y reviendra. Ensuite, on retrouve les réelles dettes. On va trouver, par exemple, les emprunts. Les emprunts, des couverts bancaires, etc. En fait, c'est les soldes financiers négatifs vis-à-vis d'une banque, sur laquelle donc sont regroupés non seulement les emprunts, il n'y en a peut-être pas d'ailleurs, mais aussi les redécouverts bancaires, si au cas où au 31, à la date de clôture, il y aurait des soldes négatifs de compte courant bancaire. Puis on trouve sur la même ligne, on va dire en symétrie par rapport aux avances et acomptes versés sur commande de l'actif, on a les avances et acomptes reçus sur commande. Reçus, reçus de qui? Des clients. C'est les acomptes clients. C'est le symétrique donc de ce que l'on trouve à l'actif pour les fournisseurs. Ce sont les sommes versées par les clients avant la livraison, TVA comprise bien sûr. À la livraison, les versements des clients vont s'imputeront sur les montants qu'ils doivent. Si ces clients n'ont pas encore payé à la date du bilan,
On va retrouver ces acomptes en moins dans les créances clients. S'ils ont payé, il n'y en aura plus aucune trace. La seule trace visible sera dans les ventes pour les montants hors taxes des factures. Autre rubrique, une rubrique évidemment courante, ce sont les fournisseurs. Ce sont bien sûr les sommes que l'entreprise doit à ses fournisseurs lorsque ses achats n'ont pas été payés comptant. Puis, vous voyez qu'il y a une symétrie, il y a client-fournisseur, et il y avait autre créance, et bien il y a autre dette. Et dans les autres dettes, ce sont toutes les autres dettes. Il y a des dettes vis-à-vis du personnel, des organismes sociaux, de l'État, des associés de la société et de tous les tiers divers et variés. Enfin, comme on a vu qu'il y avait des charges constatées d'avance, eh bien il peut y avoir, pourquoi pas, des produits constatés d'avance. Ça, c'est selon l'activité de l'entreprise. C'est l'inverse donc des charges constatées d'avance. Le cas peut se présenter pour les entreprises qui facturent d'avance un produit ou une prestation, plus souvent une prestation. Par exemple, un abonnement qui porte sur une période future. Si vous facturez des contrats de maintenance de chaufferie, si vous êtes chauffagiste, vous avez installé la chaudière le 1er octobre et vous facturez du 1er octobre au 30 septembre, eh bien, si c'est une entreprise évidemment qui bénéficie de ce chauffage, le 31 décembre, l'entreprise va dire, là, il y a, non, je dis n'importe quoi, j'étais parti sur les charges constatées d'avance. Produit constaté d'avance, c'est un chauffagiste qui facture des prestations de chauffage. S'il facture au 1er octobre une prestation de chauffage qui va jusqu'au 30 septembre de l'année suivante et qu'il clôture ses comptes au 31 décembre, il va dire que 9/12e de cette prestation n'est pas acquise au titre de l'année en cours, mais de l'année suivante. Donc les 9/12e vont aller sur les produits constatés d'avance. Il est parfaitement logique que les produits et les charges que l'on trouve dans le compte de résultat concernent la même période. Sinon, le résultat serait faussé et l'évaluation des capitaux propres le serait aussi. Il nous reste à examiner la rubrique capitaux propres qui est un peu déstabilisante. C'est la différence, on l'a dit, entre le total des biens, des créances d'une part et le total des dettes d'autre part. Il ne faut surtout pas que vous y cherchiez autre chose si ce n'est une simple évolution. C'est un chiffre, c'est un montant. Son montant évolue d'une année sur l'autre et cette évolution, c'est d'une part le résultat et d'autre part les apports ou retraits que peuvent faire l'exploitant ou les associés de l'entreprise. On peut déterminer le résultat de l'exercice ou de la période par différence entre les capitaux propres au début et à la fin de l'exercice, mais on détermine également le résultat dans le compte de résultat par la différence entre les produits et les charges. Tout cela n'est qu'un rappel, c'est cela qu'on appelle une comptabilité en partie double. On comptabilise en même temps la variation du patrimoine dans le bilan et l'origine de cette variation dans le compte de résultat. Regardons donc ce qui se passe dans cette rubrique capitaux propres. C'est l'historique du patrimoine de l'entreprise. Lorsque vous lisez un bilan, dans cette rubrique, vous avez plusieurs lignes et trois séries de lignes, groupes de lignes. La première, le capital social ou individuel. Quand on parle de capital individuel, on parle forcément d'une entreprise individuelle. Les réserves et le report à nouveau, je mets les deux ensemble, très peu de différence entre les deux, et le résultat. Le capital représente l'apport des associés ou actionnaires ou de l'exploitant s'il s'agit d'une entreprise individuelle. Attention, ce n'est pas de la trésorerie. Ce n'est de la trésorerie que le jour où les associés versent ce montant à la société.
Le lendemain, cette trésorerie est utilisée pour acquérir des immobilisations, puis pour financer des stocks, puis pour accorder des crédits aux clients qui ne payent pas tout de suite. Je vous rappelle que les capitaux propres ne sont qu'une différence, ne perdez jamais cela de vue. Les lignes de réserve et report à nouveau ne concernent que les sociétés, c'est la part du résultat qui n'est pas distribué, du résultat des années précédentes, qui n'est pas distribué aux associés ou actionnaires et qui par conséquent est laissé dans l'entreprise. Là aussi, ne faites pas ce contresens de vouloir visiter les réserves, n'est-ce pas? Celles-là ne contiennent pas le stock, malgré la similitude de nom. Elles sont totalement invisibles. Elles ne représentent rien d'autre qu'un historique de l'évolution des capitaux propres. La différence entre réserve et report à nouveau est très peu significative dans une petite société. Lorsqu'on reporte à nouveau tout parti du résultat, cela devrait vouloir dire qu'il s'agit d'une affectation provisoire qu'on pourra remettre en cause l'année suivante. On le reporte, ce résultat, sur l'année suivante, on reporte la décision de son affectation à plus tard, à l'année suivante ou à plus tard. Alors que la mise en réserve manifeste logiquement l'intention de la société de conserver ses bénéfices un certain temps. Bien qu'on puisse parfaitement distribuer des réserves, mais psychologiquement, c'est différent. Ça laisse penser qu'on réduit réellement la capacité de financement de l'entreprise. Mais il n'y a absolument rien de contraignant et en pratique, donc, les petites sociétés font l'un ou l'autre. C'est assez disparate. On trouve des sociétés qui n'affectent leurs résultats qu'en report à nouveau et d'autres qui ne connaissent que les réserves. La seule contrainte est de respecter l'obligation dans les sociétés commerciales de doter 5% de ces résultats à la réserve légale jusqu'à ce que celle-ci représente 10% du capital dans les sociétés commerciales de capitaux qui ne comprennent pas les sociétés en nom collectif. Pour mieux comprendre, prenons quelques exemples chiffrés. Premier exemple, une société. Première année de la société, elle fait 4 525 € de bénéfices et elle avait un capital de 10 000 €. Donc, total des capitaux propres, 14 525 €. Deuxième année, 31 décembre 2022, elle ne distribue pas de dividendes à ses associés. Elle porte donc les 4 525 en réserve ou en report à nouveau. Les capitaux propres, si on regarde comment ils ont augmenté, 17 747 moins 14 525 égale 3 222, et bien les 3 222 correspondent exactement au résultat de la dernière année. Troisième année, elle distribue 2 000 € à ses associés et porte le reste en report à nouveau. Donc le report à nouveau devient 4 525 plus les 3 222 et moins les 3 222 de résultat de 2022 et moins les 2 000 € de distribution de dividendes. Et on voit que l'évolution des capitaux propres, si on raisonne sur le total, ce qui est souvent la meilleure façon, l'évolution est de 4 734, et 4 734 représente 6 734 de bénéfices de l'année, moins les 2000 de distribution. Deuxième exemple, une variante du premier exemple, la société augmente son capital la dernière année, mais sans apport nouveau. Vous allez me dire à quoi ça sert, c'est souvent de l'affichage, c'est pour vous montrer aux tiers qu'on a confiance et que voilà, on va laisser 15 000 € dans la société au lieu de 10 000, c'est purement psychologique. Donc simplement en incorporant le report à nouveau, qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, on a pris le report à nouveau, 4 525, on a ajouté les 3 222 de résultats, on a retranché, puisqu'on n'a rien changé par ailleurs, les 2 000 € de distribution, et
comme on a incorporé 5 000 € au capital, eh bien on a retranché aussi 5 000 €. Donc on n'a plus que 747 € en réserve, mais au niveau de la variation des capitaux propres, ça n'a rien changé. 4734, 4734, l'augmentation des capitaux propres n'a évidemment rien changé. C'est purement de l'affichage. Troisième exemple, une entreprise individuelle. La ligne capitale, c'est en fait ce qui s'appelle le compte de l'exploitant. Il ne s'agit pas d'une société, donc l'exploitant a le droit de faire ce qu'il veut. Des apports et des retraits, des augmentations et des diminutions du compte de l'exploitant, en fonction de ses besoins et de ceux de l'entreprise. Dans une entreprise individuelle, il ne faut pas l'oublier. Quand vous regardez le bilan d'une entreprise individuelle, le bénéfice, le résultat qui apparaît, s'entend déduction faite de la rémunération de l'exploitant. La rémunération de l'exploitant ne se trouve pas dans ses charges. Sa rémunération n'est constituée que par les retraits qu'il effectue et qui viennent diminuer le compte de l'exploitant, c'est-à-dire le capital individuel. Alors techniquement, on pourrait enregistrer la rémunération de l'exploitant en charge. C'est parfaitement possible. Fiscalement, ça ne changerait rien parce qu'il y a une réintégration qui intervient pour déterminer le résultat fiscal. Mais personne ne le fait. Pourquoi personne ne le fait? Parce que bien entendu, ça dévalorise, ça donne une image inférieure de l'entreprise puisque le bénéfice est forcément amputé du résultat, du salaire du dirigeant, de l'exploitant. Donc on comprend donc que si dans une société la distribution des résultats est une possibilité, dans une entreprise individuelle, c'est une obligation pratique si c'est la seule ressource de l'exploitant. Dans notre exemple, s'il n'y avait eu aucun retrait, on aurait retrouvé une variation des capitaux propres égale au résultat, mais on ne retrouve que 537 en plus de variation des capitaux propres au lieu des 3222 de résultats. On peut donc en déduire que notre exploitant a retiré 3222 moins 537 égale 2685. On peut évidemment faire le calcul différemment. On va dire que pour vivre pendant un an, ce n'est pas beaucoup, 1685 €. Voyons maintenant le compte de résultat. J'espère que ces rubriques capitaux propres ne vous poseront plus de problème. Bien que le compte de résultat officiel soit présenté sous forme de liste, les produits d'abord et les charges ensuite, je vous le présente en deux colonnes. C'est aussi une présentation officielle, mais on a choisi de privilégier la présentation en liste, parce qu'elle va vous montrer des symétries entre les produits et les charges, et puis facilitera ensuite la compréhension sur le fonctionnement des comptes. Comme vous pouvez le voir sur mon tableau, on sépare ce qui concerne l'exploitation et du reste, de ce qui ne la concerne pas. Et on peut voir la formation des marges du commerçant, on va le voir, et de l'entreprise qui produit. En tout premier, des lignes propres à une activité de vente sans transformation, donc un commerce de détail ou de gros, les ventes de marchandises. Et en face, dans les charges, les achats de marchandises. Et comme les achats de marchandises ne sont pas ne donnent pas lieu à des ventes la même année, eh bien il y aura une ligne variation de stock. On a déjà vu ce phénomène-là dans le bilan du particulier. Et si je fais la différence entre toutes, si vous voulez, on peut dire que dans les produits, dans les ventes de marchandises et dans le groupe achat plus variation de stock de marchandises, on a les mêmes quantités, pas les mêmes valeurs,
les mêmes quantités, alors que vous pouvez avoir acheté plus que vous n'avez vendu en quantité, ou moins, inversement. C'est la variation de stock qui vient corriger cela. Donc la différence entre tout ça, c'est ce qu'on appelle la marge commerciale. C'est la marge du commerçant. Si on retranche donc ces charges et ces produits, oui, on obtient la marge commerciale. Ensuite, nous avons ce qui caractérise une activité de production. D'abord, ce qu'on appelle la production vendue de biens. Pourquoi dire de façon simple ce qu'on peut dire de façon compliquée? Ce sont les ventes de biens, mais les ventes de biens produits, ou la production vendue de services. C'est pour les prestataires. Là, on a la totalité du chiffre d'affaires. Vente de marchandises plus production vendue de biens plus production vendue de services. C'est le chiffre d'affaires. Et pour produire, qu'est-ce qu'il nous faut? Bien, il nous faut des matières premières, achat de matières premières, et autres approvisionnements. Et autres approvisionnements. La matière première, c'est réellement ce qui rentre dans la composition du produit, mais pour produire, vous pouvez avoir besoin je ne sais pas, d'huile ou de choses comme ça à mettre dans le moteur de la machine. Ce sont des autres composants. Composants du prix de revient, mais pas forcément du bien lui-même. Là encore, la variation de stock a pour effet de ne garder dans les charges. Alors, donc on va avoir effectivement une variation de stock de matières premières et autres. Et cette rubrique donc a pour effet de ne garder dans les charges que les achats qui ont servi à constituer les ventes de la même année. Le terme matière première désigne ce qui entre dans la composition du produit. Ce n'est pas forcément une matière première au sens scientifique, ce peut être un produit déjà élaboré. Si par exemple vous êtes un assembleur de vélos électriques, un moteur par exemple sera une matière première, mais c'est déjà, pour le fabricant, c'est un produit fini. Dans les produits, nous avons aussi une ligne qui n'est peut-être pas fréquemment utilisée. Ah oui, j'ai oublié avant ça la production stockée. Et oui, il n'y a pas que les matières premières qui peuvent être mises en stock, qui peuvent rester disponibles à la fin de l'année, il y a également les produits finis. Pas les produits de service, et bien pas les prestations de service naturellement. Mais vous pouvez avoir terminé un produit et bien entendu, il n'est pas encore disponible, il n'est pas encore vendu, donc il est en stock. Et c'est la variation de stock aussi également, comme dans les charges, c'est la production stockée, c'est la variation des stocks d'une année sur l'autre. Et ici, quand on regroupe toutes ces rubriques, on a ce qu'on appelle la marge brute. Ce n'est pas un terme officiel, mais c'est un terme pratique, la marge brute d'un fabricant. Ensuite, nous avons une rubrique qui ne sert pas fréquemment, il faut bien le dire, c'est la production immobilisée. Une entreprise peut être amenée à construire elle-même, à fabriquer elle-même un bien immobilisé, c'est-à-dire un bien qu'elle va utiliser pour ses propres besoins. Ça, il arrive par exemple couramment dans une entreprise de bâtiment que l'entreprise procède à la construction et à l'aménagement de ses locaux.
une entreprise qui installe des vérandas va probablement avoir une véranda de démonstration qu'elle a construite elle-même. Cela, évidemment, ne doit pas avoir d'effet, pour effet de réduire son résultat. Donc ça fait partie, c'est pas du chiffre d'affaires, mais ça fait partie en fait de son bénéfice, de son résultat. On réintègre dans son résultat le coût de la production de ce qui a été immobilisé. Enfin, dans les charges, on va trouver une rubrique assez abondante qui sont les autres charges externes. C'est tout ce qu'on achète à des tiers en dehors des marchandises et des matières premières. Donc c'est extrêmement vaste. Ça comporte toutes les rubriques que vous pouvez imaginer, le loyer, le carburant, les frais d'entretien, le téléphone, enfin l'électricité, tout ce que vous voulez. Puis vous avez les impôts et taxes. Alors dans les impôts et taxes, je dirais que j'insisterai sur ce qui ne figure pas dans les impôts et taxes. Vous n'aurez pas l'impôt sur les sociétés, car l'impôt sur les sociétés est sur la dernière ligne, ici, et c'est normal, puisque l'impôt sur les sociétés, c'est sur les bénéfices, c'est un impôt calculé sur son résultat, donc c'est un peu normal que ce soit sur une dernière ligne. Et vous n'aurez pas non plus la TVA, parce que la TVA, alors sauf assujettissement partiel à la TVA, bon, je ne rentrerai pas dans cette difficulté, si l'entreprise n'est pas assujettie à la TVA, ses charges externes seront comptabilisées, ses charges externes, ses achats, matières premières et marchandises seront comptabilisées TTC, et ses ventes nettes de taxes, elle n'appliquera pas de TVA à ses ventes. Si au contraire elle est assujettie à la TVA, ses produits et charges seront enregistrés hors taxe, et la TVA sur ces ventes, eh bien, c'est une dette vis-à-vis de l'État, et donc on retrouve la TVA au bilan et non pas dans le compte de résultat. La ligne suivante, ce sont les charges de personnel. Dans une entreprise individuelle, on retrouve dans les charges de personnel les charges sociales de l'exploitant. Dans une société, on trouve, ou dans une entreprise individuelle aussi bien entendu, les salaires et les charges sociales patronales donc correspondant aux salariés. Comme dans tout classement, on trouve une rubrique divers, ce sont les autres charges, qui ne comportent pas grand-chose, et on trouve les autres produits. Et on trouve, bien entendu, c'est la dernière ligne, la dotation, la dernière ligne des charges d'exploitation, c'est les dotations aux amortissements et provisions. Dans la mesure où ces provisions sont considérées comme habituelles et pas vraiment exceptionnelles, car dans ce cas-là, ces provisions figureraient dans les charges exceptionnelles. Alors effectivement, on a les charges, avant les charges exceptionnelles, on trouve les charges financières. C'est le coût des emprunts, c'est le coût de fonctionnement, c'est pas le coût de fonctionnement, c'est le coût des prêts bancaires ou des découvertes bancaires. Et en sens inverse, s'il y en a des produits financiers, très rares aujourd'hui, et des produits exceptionnels, c'est-à-dire qui sont, je rentrerai dans ce détail, il y a beaucoup à en dire sur les exceptionnels, c'est quasiment un petit module séparé que je ferai dans un certain temps. L'impôt sur les bénéfices, donc, qui concerne donc les sociétés à l'impôt sur les sociétés.
Et d'ailleurs, il peut y avoir aussi une autre rubrique qui est la participation des salariés aux fruits de l'expansion en toute dernière ligne. Nous en resterons là pour ce module. Dans le prochain module, nous commencerons à voir comment fonctionne la comptabilité. Vous verrez cette fois le bilan et le compte de résultat en mouvement. Un point de vocabulaire, comment appelle-t-on le bilan et le compte de résultat? Il n'y a pas de nom spécifique pour ces deux tableaux. Par contre, lorsqu'on y ajoute un certain nombre d'éléments annexes regroupés sous le terme d'annexe, l'ensemble bilan plus compte de résultat plus annexe s'appelle les comptes annuels. La description que je viens de faire du contenu du bilan et du compte de résultat est à peu près fidèle au modèle de comptes annuels dit simplifié, jusqu'à certains seuils de chiffre d'affaires de total de bilan et d'effectifs. C'est quand même relativement élevé, actuellement 20 millions de chiffre d'affaires, 20 millions d'euros de chiffre d'affaires, et 10 millions d'euros de total de bilan et 50 salariés. Il ne faut pas dépasser deux de ces trois critères pour être en simplifié. Les entreprises peuvent adopter ce modèle. Il correspond aux imprimés fiscaux 2033 A et D. Si vous voulez les regarder, vous tapez ça sur Internet, vous les trouverez. Au-delà ou sur option, c'est le modèle de base selon la terminologie comptable ou selon la terminologie fiscale régime normal qui s'applique. Il correspond fiscalement aux imprimés fiscaux, donc 2050 à 59. La différence entre les deux modèles ne réside que dans le détail de l'information fournie. Le modèle de base ou normal comporte plus de lignes, donc plus de détails que le modèle simplifié, mais c'est presque tout. Dans tous les cas, vous verrez au moins deux colonnes, la seconde rappelant les chiffres de l'exercice précédent.